Bonjour à tous et à tous, je vous propose qu'on commence. Donc, merci d'être venus si nombreux et nombreuses ce soir. Je suis Marine Le Tallec, je suis chargée de campagne et plaidoyer à l'association Wellfarm et j'animerai cette table ronde ce soir, cette table ronde intitulée « Élevage et réchauffement climatique. Pour les animaux aussi, chaque degré compte ». Avant toute chose, je souhaite remercier la salle qui nous accueille ce soir, donc Oba, qui nous a gentiment accepté notre demande et qui a également mis à disposition tout le matériel nécessaire pour cet événement. Je souhaite évidemment remercier aussi les intervenants qui ont accepté notre invitation. Donc Madame Sandy Bensoussan-Carole, qui est chargée d'études sur le bien-être animal à Wellfarm, Monsieur Fabien Balaguet, qui est directeur de l'Association française d'agroforesterie, Monsieur Karl Schörn, qui est éleveur de porcs bio plein air dans le Maine-et-Loire. Et nous avons la chance d'avoir en distanciel Monsieur Serge Zaka, qui est docteur en agroclimatologie et fondateur-président d'AgroClimat 2050. Alors, pour contextualiser un petit peu cet événement, je pense qu'une première présentation de l'association organisatrice Wellfarm s'impose. Donc Wellfarm est une association française indépendante qui a été créée en 1994, dont la mission est reconnue d'utilité publique. Wellfarm œuvre depuis 30 ans pour une meilleure prise en compte du bien-être des animaux d'élevage à toutes étapes de leur vie, élevage, transport, abattage. Donc l'association agit exclusivement grâce aux dons, à la générosité du public au niveau local, national et européen. Donc à Wellfarm, nous avons plusieurs leviers d'action. Nous menons des campagnes de sensibilisation grand public, nous allons y revenir. Nous agissons auprès des autorités, que ce soit pour contribuer à faire mieux respecter les lois ou à les faire évoluer vers une meilleure prise en compte et une protection des animaux d'élevage. Le pôle scientifique de Wellfarm accompagne également les éleveurs, les acteurs de la distribution et de la restauration collective pour faire en sorte qu'ils prennent mieux en compte le bien-être des animaux d'élevage. Wellfarm a également une mission d'accueil, puisque Wellfarm possède une ferme refuge éducative, la Ardonnerie, qui accueille des animaux issus d'élevage intensif ou sauvés de maltraitance. Donc cet événement s'inscrit dans le cadre de la campagne estivale Chaud dedans. Alors, Chaud dedans, c'est une campagne qui a été lancée en 2022 et qui vise à demander au pouvoir public de soutenir un modèle d'élevage plus respectueux du bien-être des animaux et à même de mettre un terme aux pires souffrances des animaux lors des vagues de forte chaleur. Donc, pour cela, nous avons envoyé un dossier de recommandation au gouvernement, à savoir le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Transition écologique. Nous sensibilisons également le grand public à travers des événements comme celui-ci, à travers des stands, à travers des campagnes d'affichage dans les centres commerciaux. Et nous avons lancé une pétition qui a obtenu à ce jour plus de 90 000 signatures. Nous agissons aussi sur la thématique du transport d'animaux vivants. Donc, Wellfarm a lancé en 2020 l'application Truck Alert, qui permet à tous les citoyens de signaler les bétaillères roulant par plus de 30 degrés et donc de soutenir notre demande d'interdiction de transport par forte chaleur. Alors, Wellfarm soutient les appels à la réduction de consommation de produits animaux. Pour autant, pour les animaux, aujourd'hui et demain dans les élevages et les animaux transportés, les animaux souffrent des conséquences des vagues de forte chaleur et il est important de s'intéresser à celles-ci pour mieux les protéger. Introduction faite, je propose de commencer par vous, Monsieur Serge Zaka. Donc, Serge Zaka, vous êtes docteur en agroclimatologie. Vous étudiez l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Vous vous définissez comme un chasseur d'orage et vous parcourez la France pour immortaliser les événements climatiques et partager votre passion, que ce soit par la photographie ou la vulgarisation scientifique. Vous êtes chercheur, conférencier, consultant indépendant et fondateur, président d'AgroClimat 2050. Une fois cette petite présentation faite, je voulais vous demander, Serge, lorsque vous entendez ce titre « Élevage et réchauffement climatique, pour les animaux aussi, chaque degré compte », qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, déjà, merci pour l'invitation. Désolé de ne pas être présent aujourd'hui puisque la rentrée n'est pas très loin et j'ai 3 enfants en bas âge qui sont en pleine adaptation à l'école.
Du coup, et je suis à Montpellier, donc je suis un peu loin. Du coup, alors moi, je suis très content d'intervenir. Justement, en voyant ce titre, élevage et réchauffement climatique, je suis encore plus content, puisqu'en réalité, quand j'interviens sur BFM, quand j'interviens en conférence, souvent, on me pose la question, quel est l'impact sur l'homme? C'est souvent des questions humaines centrées. Euh, Par exemple, une fois, je suis allé à France 2 et on m'a posé la question, pourquoi vous vous inquiétez des douceurs hivernales? Je leur ai dit, écoutez, moi, la douceur hivernale, c'est très inquiétant parce qu'on aura une floraison précoce des végétaux. Oui, c'est bien pour le tourisme, pour boire des bières en terrasse, mais ne restons pas humainement centrés. Les végétaux et les animaux sont sensibles aussi au changement climatique. Donc, quand je vois ce titre, élevage et réchauffement climatique, cela m'évoque déjà. Je suis content de le lire. On ne parle jamais dans les médias des passoires thermiques que sont certains bâtiments d'élevage. Par contre, on parle des passoires thermiques que peuvent être certains HLM ou certains bâtiments pour les hommes. On ne parle jamais des installations que peuvent avoir les animaux lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'arbres dans les champs. Par contre, on peut parler de la crème solaire lorsqu'on est en vacances à la plage. En fait, on oublie toujours dans le changement climatique les forêts, les écosystèmes, les zones humides et les animaux qui soient d'élevage ou non. Alors, il est extrêmement important pour des raisons de bien-être animal, mais aussi pour des raisons économiques de s'intéresser au bien-être animal, parce que lorsqu'il y a de fortes vagues chaleur couplées à l'humidité, on appelle ça l'indice THI, température humidité index, cela provoque un mal-être chez les animaux, et ce mal-être peut se ressentir sur le portefeuille des agriculteurs. Moins 7% de production laitière durant l'année 2022 à cause des fortes chaleurs. On pourra descendre jusqu'à moins 30% en été dans certaines localités à cause du mal-être animal, s'ajoutant des maladies de la boiterie, des problèmes de reproduction, donc des coûts aussi de ce bien-être animal. Et je terminerai rapidement quand même pour passer la parole. Étant donné que je suis agroclimatologue, il y a aussi l'inverse. Il n'y a pas que le climat sur les animaux, il y a aussi les animaux sur le climat. Les animaux représentent à peu près 10% des gaz à effet de serre français. Donc, diminuer la consommation de viande peut aussi avoir des impacts sur le climat. Autant l'acheter française, du coup, puisque chez nous, nous avons plus de pâture. Et quand même, du moins pour les animaux, les gros bovins, on peut avoir un bien-être animal peut-être un petit peu plus respecté en France que dans certains pays du monde. Voilà, je passe la main. Merci pour cette première introduction. Madame Sandy Bensoussan-Carole, vous êtes chargée d'études sur le bien-être animal à Wellfarm. Vous êtes ingénieur et docteur en agronomie et vous avez étudié l'influence des signaux de communication entre les éleveurs de porcs et les animaux, en particulier au cours du développement de leurs relations. À Wellfarm, vous œuvrez pour l'amélioration des pratiques et des systèmes d'élevage, principalement pour les filières porcines et bovines laitières. Alors, évidemment, on se doute que cette question de vague de forte chaleur est une question importante pour Wellfarm pour avoir organisé cette table ronde ce soir. Et donc, je voulais vous demander, Sandy, comment est-ce que Wellfarm travaille sur cette problématique ? Merci. Alors, bonsoir à tous et merci d'avoir organisé cet événement. On m'entend bien ? Alors, comment Wellfarm travaille sur cette problématique à travers déjà un travail donc, dans mon équipe scientifique et technique pour aller chercher toutes les informations de l'impact des conséquences des chaleurs en élevage, des pratiques aussi, des bâtiments, des systèmes, selon les filières. L'impact de ces fortes chaleurs ne va pas être le même. En voir les conséquences et déterminer quelles pourraient être les pistes d'action et d'amélioration. Et ensuite, notre service va proposer des recommandations qu'on va aller porter, donc soit auprès des professionnels directement, si des groupements d'éleveurs peuvent nous interroger, les accompagner dans les changements de pratiques ou les changements de système, mais aussi ça peut être auprès des autorités, comme vous l'avez signalé, on a envoyé notamment cet été un guide de recommandations sur l'adaptation au changement climatique qui viennent non pas remplacer, mais compléter d'autres sources d'informations, puisque toutes les filières ont leurs propres recommandations aussi. Donc voilà, c'est un élément complémentaire. Auprès des pouvoirs publics aussi, on va essayer donc ça c'est plutôt le travail du service de marine, travailler sur le plaidoyer pour améliorer la situation des animaux d'élevage à travers nos représentants nationaux, notamment dans le discours politique et puis dans les aides qui peuvent être mises en place, par exemple, essayer d'influencer et d'orienter la mise en place de certaines aides pour l'amélioration des changements, de l'adaptation des systèmes également, ou les aides de la PAC également, par exemple.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Fabien Balaguer, donc pareil, une petite présentation. Vous êtes directeur de l'Association française d'agroforesterie. Vous êtes ingénieur agronome de formation et vous êtes spécialisé en agroforesterie avec un Master of Science à l'université de Bangor au Royaume-Uni. Et c'est après une expérience en Afrique que vous avez réalisé l'importance de l'arbre et de la forêt pour une agriculture durable face aux défis climatiques. Depuis 2017, vous dirigez l'Association française d'agroforesterie, dans laquelle vous accompagnez les agriculteurs vers une transition agroécologique complète. Alors, je pense qu'avant d'aller plus loin dans les échanges, il y a une première question qui s'impose. L'agroforesterie, donc, qu'est-ce que c'est et quels en sont les principaux intérêts? Merci pour l'invitation, pour l'organisation. Alors, on m'a dit que j'avais toute la nuit pour répondre à cette question. Est-ce que c'est vrai? Oui, voilà. Je vais essayer d'être synthétique. L'agroforesterie, c'est ni plus ni moins que l'alliance de l'arbre et de l'agriculture. Alors, l'arbre au sens large, ça peut être des haies, par exemple. On en entend beaucoup parler depuis quelque temps. Toutes les formes d'arbres dans le paysage alliées à des bonnes pratiques agronomiques de reconstruction du sol. Dit autrement, en fait, on essaye de construire l'agriculture de demain en utilisant l'arbre comme un outil de production. Alors, il atténue le changement climatique, il fait du microclimat, il atténue le cycle de l'eau aussi, où il le régule plus exactement. Il fait de la biodiversité. Mais ces arbres-là, c'est aussi des plantes cultivées potentiellement sur du temps plus ou moins long. C'est du fruit, c'est du bois, c'est de la biomasse dont on peut faire plein de choses. Et donc, le but, en fait, c'est de reconstruire du sol au paysage, comme on dit toujours, une agriculture qui produit plus, donc plus intensive en photosynthèse en réalité, et on assume ce terme d'intensif, mais aussi qui valorise mieux finalement les ressources naturelles et qui voit venir un peu plus sereinement, on va dire, ce qui nous arrive dessus, même si on n'a pas encore toutes les solutions, je vous le dis clairement. Voilà. Merci beaucoup, Fabien. Monsieur Karl Schurd, vous êtes éleveur de porcs bio plein air dans le Maine-et-Loire. Vous êtes diplômé du Royal Agricultural College à Cirencester, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, au Royaume-Uni. Vous avez enseigné l'agriculture en Écosse avant de vous installer en France en 1990, à Segré en Anjou bleu. Vous pratiquez l'élevage porcin en agriculture biologique depuis plus de 20 ans et vous accordez une place cruciale au bien-être animal, à la biodiversité et à la pratique de l'agroforesterie. Vous participez à divers projets d'adaptation de la ferme au changement climatique, comme le projet européen AgroMix ou plus récemment le projet FermeAdapt. Donc, on vient d'entendre Fabien qui nous a expliqué un peu les principaux intérêts de l'agroforesterie. Vous semblez être convaincu aussi par cette pratique. Pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné justement vers des pratiques agroforestières? Well, ça me choque un petit peu que je peux... Well, vous m'entendez? Oui. Ça me choque un peu parce que je les recule pour presque un demi-siècle avec les cochons. J'ai travaillé avec eux depuis très longtemps. Alors, j'ai eu le moment où j'ai vécu le temps dans les élevages industriels, bâtiments, et j'ai trouvé ça, c'était une horreur. Entasser un animal intelligent, capable de choisir son propre environnement. Mais on entasse une femme dans un bâtiment, on a un système de contrôle où on a une hélice qui rentre l'air d'un côté et sort de l'autre. Ça veut dire qu'il y a un fort sentiment de trouver une solution qui m'a poussé d'aller vers les choses plus éthiques et agroécologiques. Si on fait fast-forward, on a repris une exploitation ou une ferme. Je n'aime pas le mot exploitation parce qu'on n'exploite pas une ferme avec. Et on a eu l'envie de travailler avec la nature et pas contre. Mais cette ferme-là, c'était victime de le fameux remembrement qui était le technocrate qui ont exigé qu'on fasse les champs
plus grands. Ils ont arraché tous les haies. Et forcément, une femme qui a subi les effets de la pratique agro-industrielle, engrais artificiels, pesticides, ça veut dire qu'on a trouvé le terre était mort, plus ou moins. Ça veut dire qu'on a deux choses qui sont venues ensemble pour mettre vers l'agroforesterie. C'est évoqué la reconstruction, et faire revivre les sols. Et en plus, fournir un environnement qui laisse le plus possible les animaux trouvent le bonheur en laissant accès à un environnement qu'eux, ils peuvent choisir. Ce n'est pas pour nous de diriger jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on a poursuivi l'agroforesterie plus ou moins. Merci beaucoup pour ce petit retour d'expérience. Fabien, je me tourne vers vous de nouveau. Quand vous entendez donc l'expérience de Karl, vous avez un peu expliqué déjà les intérêts de l'agroforesterie. De manière plus générale, dans votre association, quelle est l'importance de l'élevage dans vos actions, dans vos projets? Et également, pourquoi est-ce que, donc Karl a évoqué déjà quelques raisons, mais pourquoi est-ce que les éleveurs, en majorité, se tournent vers l'agroforesterie? Alors, première moitié de la question, quelle est l'importance de l'élevage pour nous? Alors, c'est pour l'agriculture, en fait. On va le dire tout de suite, il n'y a pas d'agriculture durable sans élevage. Voilà, alors il y a deux grands types d'élevage. Il y a les polygastriques, les ruminants, herbivores ruminants, et puis il y a les monogastriques, le cochon, la volaille, etc. Tout ça a un rôle dans l'écosystème. Vous voyez que même un écosystème naturel comme la forêt a ses herbivores. D'accord ? Donc pour boucler le cycle de la fertilité, on a besoin de ces herbivores et on a besoin aussi des animaux de fin de cycle, puisque le cochon et la volaille ont été domestiqués plutôt pour recycler à la fin du cycle. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Dans tout système agricole équilibré, il y a de l'élevage. Aujourd'hui, il y a des territoires de France où il y en a un peu moins, donc on ne dit pas qu'il en faut sur chaque ferme, parce que c'est illusoire en fait. Mais à l'échelle des territoires, on peut refaire de la polyculture élevage par coopération entre des céréaliers, par exemple, et des éleveurs qui vont être amenés à retravailler ensemble. Pourquoi c'est important d'aborder ce sujet de l'élevage durable? Parce que, Serge l'a un peu dit, ces animaux-là, ils sont comme nous. Donc, en fait, l'adaptation au changement climatique, ça va être fondamental pour eux aussi. Alors, dans les bâtiments, on ne peut pas faire grand-chose, encore qu'on peut les intégrer dans le paysage un peu mieux avec quelques arbres, des haies bien positionnés. On peut aussi améliorer le bilan énergétique de ces bâtiments-là. En été comme en hiver, l'arbre, c'est vraiment un amortisseur climatique. Et puis, en fait, au milieu de la prairie, au milieu du paysage, ce qui est quand même le mieux, l'élevage plein air, si on fait du plein air sans aménagement, c'est un mensonge. Ce n'est pas du plein air. Je dis souvent que le pire exemple, en fait, c'est le poulet de plein air sans les aménagements autour. Vous entendez souvent parler du plein air en volaille. Donc on dit qu'il faut 4 mètres carrés par volaille pour atteindre le minimum nécessaire, etc., dans le label rouge notamment. Si on n'impose pas un aménagement de l'extérieur, le parcours, comme on dit, en fait, les animaux ne sortent pas. À l'intérieur, il y a à manger, c'est ventilé, c'est à l'ombre. Donc vous pouvez ouvrir la porte, mais en fait, il n'y aura jamais de prospection du parcours. Donc il y a cet aspect, cette nécessité physiologique. Je n'oublie pas de rappeler que tous les animaux d'élevage viennent de la forêt ou d'environnements ou partiellement arborés, que ce soit le cochon, la volaille, la vache, le mouton, la chèvre, le lapin, tout ce que vous voulez. Ça vient tout de la forêt au départ. L'intérêt de pouvoir avoir des animaux qui parcourent un espace extérieur, il est aussi donc pour leur bien-être, il est aussi pour leur physiologie et leur nutrition. Un poulet qui mange que du grain, c'est de la connerie, excusez-moi l'expression, même si ça a été un argument de vente à une époque. Un poulet, il mange en partie du grain, le canard c'est pareil, et puis après des petits fruits, des vers de terre, des insectes, de l'herbe, etc. Voilà. Et donc c'est fondamental dans sa physiologie.
Si un jour on va regarder la qualité nutritionnelle du produit pour nous aussi, ben on verra qu'il y a une grosse différence. Donc bref, à la fin, du bien-être animal à la nutrition, y compris de l'humain à la sortie, c'est quelque chose dont on ne pourra jamais se passer. Voilà, l'animal, il est fait pour être dans son environnement et dans un environnement qui lui correspond physiologiquement. Voilà. Et sur la deuxième partie de ma question, sur pourquoi les éleveurs se tournent vers l'agroforesterie, est-ce que vous avez des choses... Oui, alors ça, c'est rapide, parce qu'en fait, les éleveurs, ils sont en contact. Alors les éleveurs de plein air, hein, évidemment, en bâtiment, encore une fois, c'est un peu plus différent, mais c'est un peu plus compliqué. Mais les éleveurs de plein air, ils sont en contact direct avec le bien-être animal. Ça se voit tout de suite. Donc il y a une intuition, je dirais, un peu supérieure chez les éleveurs que chez les céréaliers aujourd'hui. En réalité, un champ de blé aussi, il a besoin d'un microclimat, hein, mais le blé est peut-être un peu moins expressif que la vache ou le mouton, quoi. Voilà. Ou le cochon, qui est encore plus expressif souvent. Donc voilà, c'est vrai que dans les projets qu'on accompagne, il y a beaucoup d'éleveurs. Alors après, il y a aussi des fermes de polyculture élevage, encore une fois, où il y a de l'élevage, mais pas que. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont les filières les plus touchées directement par les impacts du changement climatique, hein. Le manque d'herbe, c'est quand même quelque chose qui nous touche dans beaucoup de régions. Alors, un peu moins cette année, mais sinon, globalement, presque une année sur deux. Voilà. Et donc, en fait, la gestion de la ressource fourragère, c'est aussi du microclimat, c'est aussi de la gestion d'espaces boisés à plus ou moins forte densité d'arbres, hein. Il faut aussi des espaces ouverts, bien sûr. On ne dit pas qu'il faut mettre des arbres partout. Mais le sous-bois forestier, c'est comme ils disent parfois, une stabule d'été. C'est-à-dire que c'est la zone de repli quand il n'y a plus d'herbe ailleurs, sachant d'ailleurs que les animaux peuvent se nourrir de feuilles aussi de certains arbres. Merci beaucoup. Donc on a eu un premier tour d'introduction. Je pense que maintenant, et ce serait bien d'approfondir ce sujet justement des vagues de forte chaleur et de leur impact sur les animaux, de comprendre vraiment de quoi on parle. Donc pour cela, Serge, je vais vous demander de recontextualiser peut-être un petit peu le sujet d'un point de vue scientifique. Donc qu'est-ce que c'est les vagues de chaleur, les vagues de forte chaleur, et surtout comment vont-elles se manifester ? Alors, ça va vous paraître assez incroyable, mais le mot canicule est encore humain-centré. Moi, je me bats pour que toutes les choses qui concernent le climat ne soient plus humainement centrées et concernent aussi les arbres, les forêts et puis nos animaux. Mais le mot canicule, juste la définition, c'est humain-centré. Une canicule est définie par département, avec des seuils de température jour et nuit. Il faut qu'il fasse chaud jour et nuit durant 3 jours. Les seuils ne sont pas les mêmes suivant les départements. Un 34 degrés ou 35 degrés à Marseille n'est pas la même chose qu'à Lille, par exemple, en termes de résistance physiologique des humains présents dans ces départements-là. Et c'est basé par rapport à l'engorgement des urgences dans chaque département. Des urgences, bien sûr, des hôpitaux pour les hommes. Donc le terme canicule en lui-même est basé sur une définition humaine centrée. Donc j'ai une diapo à vous. J'ai 4 diapos à vous partager pour vous expliquer la différence avec les vaches. Déjà, ce qu'on observe, puisque vous posez la question sur les canicules, c'est que les canicules sont 4 fois, voire 5 fois plus importantes depuis les années 2000. Ici, chaque bulle représente une canicule depuis 1940. Et ce qu'on observe, c'est qu'elles sont plus fréquentes, mais aussi plus intenses. Plus la bulle est grosse, plus la canicule est intense. Ok. Donc ça, c'est pour la définition pour l'homme. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la définition pour les animaux. Pour les animaux, on ne parle pas de canicule, on parle d'indice THI élevé. THI pour Temperature Humidity Index. Puisqu'en réalité, tout comme l'homme, les animaux, le cochon, la vache, le canard, la poule ne ressentent pas la température, ils ressentent le couple température et humidité. S'il fait 30 degrés, 10% d'humidité, la vache ne va pas forcément être en stress thermique. Par contre, s'il fait 30 degrés, même température, 80% d'humidité, la vache va être en stress thermique. Donc il faut regarder le couple des deux.
puisque c'est là où on va avoir des pertes de rendement sur le court terme, ou alors on va avoir des pertes de rendement sur le long terme dues à des maladies, ou alors des fatigues corporelles, ou alors des problèmes de gestation, des avortements qui peuvent avoir des impacts économiques à court terme, tout comme le bien-être animal. Et ces indices THI, comment ils vont évoluer dans l'avenir? Ici, vous avez pour Carré en Bretagne, Amiens, Saint-Dizier et Chambeuf dans la Loire, les nombres de jours stressants pour les animaux. Ici, j'ai pris la vache laitière. On fait x2 à x4 le nombre de jours stressants. C'est juste énorme. On parlait de l'agroforesterie, c'est l'une des principales d'ailleurs solutions pour faire face au changement climatique. Il y a les bâtiments d'élevage. On viendra tout à l'heure, mais on ne peut pas mettre sous le tapis x4 nombre de jours stress thermique pour une vache laitière, ce qui suggère ici sur des cartes que je produis aussi en modélisation. 1970-2000, on avait des pertes à peu près de production de lait d'à peu près 10% dans le nord de la France en été, à 15% dans le sud. Dans l'avenir, on aura à peu près 20-25% dans le nord, jusqu'à 30-35% dans le sud sur tout l'été. L'impact économique de ce bien-être animal est aussi très important à quantifier. Voilà, j'ai fait un petit tour pour vous montrer que le terme canicule est humaine-centré et que pour les vaches, en réalité, on parle de l'indice THI, température, humidity, indice. Merci pour cette petite présentation. Donc, maintenant qu'on a un peu mieux défini les termes du sujet, Sandy, est-ce que vous pourriez nous présenter ou nous décrire comment justement les animaux réagissent face aux vagues de forte chaleur? J'imagine que c'est pas comme les humains, ça dépend peut-être des espèces. Donc, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu les effets? Oui, il y a des choses communes et il y a des choses qui sont propres à chaque espèce. Ça dépend aussi si on parle des animaux terrestres ou des animaux aquatiques. Je vais commencer par les poissons, les animaux aquatiques. Ceux qu'on élève, on va élever des poissons qui sont... Alors on dit que ce sont des poikilothermes. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des animaux dont la température interne dépend de la température du milieu. Et on élève des espèces qui sont des espèces plutôt de température basse, d'eau froide plutôt, pardon, ça va être plutôt les truites ou les saumons, mais aussi des espèces de température chaude, donc les dorades et les bars, qui eux vont supporter avoir des températures de confort, des plages de confort beaucoup plus élevées. Pour ce qui concerne les saumons et les truites, la température de confort, elle est entre 0 et 20 degrés à peu près, ça va dépendre de l'âge, de la taille de l'animal. Et au-delà de cette zone de confort, l'animal va devoir s'adapter pour pouvoir supporter en fait, le stress qui va être au-dessus ou en dessous de cette zone de confort. Ça c'est valable aussi pour les animaux terrestres, évidemment. Et pour les poissons, on va avoir au départ, on va avoir leur organisme et leur activité générale qui va augmenter avec l'augmentation des températures. Puis ça va devenir, lorsqu'on atteint la zone critique, où là c'est plus supportable pour leur organisme, on va avoir un arrêt de l'activité, un arrêt de l'alimentation, voire coma et mort des animaux. C'est aussi le cas pour les animaux terrestres. En dehors de leur zone de confort, il va falloir produire des efforts pour s'adapter par rapport à l'organisme. En général, l'activité, la marche, les activités physiques diminuent. Les animaux cherchent plus à se reposer. Et puis, ils vont aussi reporter leurs activités. Ils vont, par exemple, s'alimenter aux heures les plus fraîches de la journée et et moins manger également pour pouvoir essayer de diminuer l'effet de la chaleur sur leur organisme. Puis après, on va avoir certaines spécificités. D'une manière générale, pour les animaux terrestres, tous vont se mettre à haleter, à avoir une respiration plus rapide pour pouvoir expulser cette chaleur par la respiration. On a quelques espèces qui peuvent transpirer, comme les bovins notamment, qui vont pouvoir du coup avoir aussi la sueur qui va permettre de transporter la chaleur, mais d'autres espèces comme les porcs ou les volailles ne transpirent pas. Donc du coup, ça va être d'autres mécanismes qui vont se mettre en place. La circulation sanguine va être beaucoup plus sollicitée. On va avoir les porcs qui vont essayer de trouver des positions de confort et des zones plus fraîches pour pouvoir avoir des échanges de chaleur à travers la peau, à travers le corps. Donc on va avoir la circulation sanguine qui va être plus sollicitée, les vaisseaux qui se dilatent, notamment pour évacuer vers l'extérieur du corps cette chaleur. Dans les activités, les comportements vont aussi être modifiés, notamment pour aller chercher les zones d'ombre, les zones plus fraîches, ou les zones où ils sont mieux, en fait, tout simplement dans leur environnement. Je pense que j'ai à peu près fait le tour.
Et ah oui, ici pour les volailles, on va aussi avoir des animaux qui vont se mettre dans des positions, écarter les ailes pour justement avoir le moins d'effet isolant de leur plumage notamment, pour avoir plus d'échanges avec l'air ambiant, pour du coup, à part le fait de halter, ils ne peuvent pas évacuer la chaleur autrement. Donc voilà, c'est trouver des solutions pour évacuer cette chaleur en trop. Merci beaucoup. Je tiens aussi à préciser que du coup, ces solutions ne sont pas forcément accessibles à tous les animaux, puisque en France, on a quand même 80% des animaux qui sont en élevage intensif, donc en bâtiment. Et donc, ça dépend des filières, bien sûr, hein, mais notamment sur les volailles, je pense que la capacité à étendre ses ailes, etc., n'est pas du tout permise pour tous les animaux, ni pendant le transport non plus, qui est du coup une forte problématique. Et on avait également, c'est une question quand même qui est très étudiée aussi, puisque donc forcément ça cause de la souffrance, mais aussi de la surmortalité. Et donc on a les filières qui vont récolter les cadavres, qui sont souvent donc les filières d'équarrissage qui sont souvent débordées pendant l'été. On a des articles de journaux très régulièrement qui relatent ces sujets, et même des rapports du gouvernement qui étudient ces choses-là et qui montrent qu'il y a des chiffres assez importants de surmortalité lors des épisodes caniculaires. Alors, vous avez présenté, donc Sandy, les différentes réactions des animaux face aux fortes chaleurs. Ça me fait penser donc, à vous, Karl, qui êtes au quotidien avec vos cochons. Comment est-ce que vous voyez l'impact des fortes chaleurs sur vos animaux? Il y a plusieurs choses qui arrivent. Le premier, c'est la baisse d'appétit chez les cochons. Et il faut comprendre qu'en production porcine, non porc, bio ou conventionnel, le premier coût de production, c'est l'aliment. Ça veut dire c'est très simple. Si vous avez les cochons qui arrêtent de manger et arrêtent de pousser, vos marges disparaissent très, très vite. Ça veut dire une conséquence économique. L'autre effet, c'est si vous avez la malchance d'avoir le misbah, même en plein air, en période de forte chaleur, ils peuvent vite tomber dans l'hypothermie. Ça veut dire qu'ils sont devenus presque sous. Et dans cet état-là, il y a un énorme écrasement. On a eu l'occasion, je ne me souviens pas l'année où on a eu, c'était tellement mauvais partout qu'on a eu, pour la première fois dans ma vie professionnelle, le droit de creuser les trous pour enterrer les cadavres parce que les services d'équarrissage étaient surpassés. Ça veut dire que ça donne une idée, et c'était pire dans des exploitations industrielles à cause de le manque d'évacuation d'air chaud. L'autre conséquence notable, c'est que au moment on insémine ou on utilise une saillie naturelle, et normalement la pratique c'est un mois après l'insémination les saillies, il y a un technicien qui passe pour faire une échographie pour confirmer si c'est plein ou pas plein. En période de chaleur, il y a un énorme... Normalement, on est dans le pourcentage de 90% réussite avec les inséminations. Si on a une période qui coïncide avec les inséminations de très fort, ça peut chuter à 40%. Et ça, c'est généralisé parce que souvent, si on a un mauvais résultat comme ça, on parle avec les techniciens, les échographes, est-ce que c'est que moi ou est-ce que... Oh non, c'est tout le monde pareil. Ça veut dire... Et ça a une conséquence énorme encore sur la productivité parce qu'une truie va venir en chaleur tous les 3 semaines. Ça veut dire que si on peut d'un mois, on peut avoir un autre 2 semaines. Ça veut dire on parle de fric, il faut nourrir les animaux. Et c'est fait un bouleversement dans tout le cycle de production parce qu'on a souvent travaillé en bande. Ça veut dire on a détruit, ça y est, à un moment,
3 semaines plus tard, un autre 10 et suivant. Ça veut dire si on a une mauvaise échographie et un mauvais résultat, on peut trouver les tourneaux bandes et notre production bouleversée qui peuvent avoir une incidence dans les places, dans les bâtiments, parce qu'on arrive avec très peu d'animaux nés ou beaucoup. Ça veut dire qu'il y a un bouleversement total dans les systèmes. Et comme Sandy a évoqué, les consciences, ça transpire que par le nez. Ça veut dire qu'ils sont très cardiaques. C'est dans une période de forte chaleur. On ne fait pas, mais imaginons, ils courent partout très vite. Pouf, ils peuvent décéder comme ça. Ça veut dire qu'il y a les fortes problèmes. Merci beaucoup. Là, vous avez évoqué surtout les impacts côté productivité. Je crois me souvenir que vous m'aviez déjà évoqué aussi tous les impacts d'un point de vue concrètement. En fait, quand il fait chaud, que font vos animaux et comment vous voyez qu'ils réagissent? Et aussi, quels projets vous avez mis en place qui peuvent être intéressants là-dessus? Je pense au projet peut-être Valorage qui peut être intéressant à mentionner sur ce sujet. Well, en fait, Valorage était un projet sur le dos d'un autre projet qui s'appelle AgroMix, qui c'était on peut parler de ça maintenant, c'était un rassemblement européen de recherches agriculture décident pour étudier, pas juste avec les animaux, mais l'agroforesterie un peu partout en Europe. Je crois qu'on était une douzaine de femmes choisies pour ce projet-là. C'est vrai, un problème avec l'agroforesterie, c'est un arbre. Vous plantez un arbre aujourd'hui, ce n'est pas 10 mètres le lendemain. Et ça veut dire qu'il faut une certaine recul. C'est le temps. Mais nous on va parler de les... Oui, OK. J'ai oublié les questions maintenant. Non. Oui. Non, mais forcément, avec l'agroforesterie, on essaie de fournir les choix. Et en ce moment, on fait avec nos continuations de projets à voir s'il y a parce qu'il y a différentes sortes de cabins. C'est un peu, c'est spécifique à l'industrie, mais on a ce qu'on appelle les demi-rondes qui sont avec les tôles ondulées. Et on a les cabins plus sophistiqués qui sont isolés. Et on essaie de mesurer les températures pour voir quel est le meilleur. Mais on peut avoir l'effet que, je crois que c'est ça, que vous venez qu'un trou et va dire, bon, merci bien, je n'ai pas d'envie de choisir un de vos cabins, malgré le fait qu'ils ont bien payé. Et ils vont faire les mises bas d'eau sur un haie. Ce n'est pas un problème, parce que c'est incroyable, un truie, si vous laisse, tout ça va construire carrément un nid comme un oiseau. C'est très beau à voir. Mais là, on a les problèmes on peut avoir les problèmes par l'autre biodiversité qui vit dans les alentours. Ça veut dire les renards, ou s'il y a une agitation, l'écrasement. Ça veut dire que encore une conséquence sur l'économie des tout. Mais ça revient à un autre, je crois qu'on va toucher ça plus tard, sur les choix de génétique en plus. Plus tard, oui. Merci beaucoup. Alors, l'écrasement, je ne sais pas si tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait. Donc, si j'ai bien compris, c'est lorsque les truies écrasent les porcelets. Voilà, et donc c'est pour ça que ça peut être une cause non seulement de souffrance, mais aussi bien sûr de perte de productivité. Alors donc maintenant, on a vu un peu les différents impacts des vagues de forte chaleur sur les animaux.
on peut essayer de s'intéresser justement à l'adaptation de l'élevage face au changement climatique et notamment face à cette question de vagues de forte chaleur. Serge, comment est-ce que vous traversez la France pour observer donc, le changement climatique et ses impacts de votre expérience? Donc, comment est-ce qu'il faudrait penser l'adaptation de l'élevage justement sur cette question? C'est une très très bonne question et surtout qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question. Du coup, je vous ai fait un petit bilan de tout ça. Ça évitera de voir que ma tête et mon chapeau sur cet écran, mais voir aussi un peu d'informations intéressantes. Alors, je les ai catégorisées en cinq parties. Il y a des choses qu'on a déjà parlé, hein. La gestion de l'alimentation, de manger aux heures fraîches, le pâturage aux heures fraîches. Parfois, certaines entreprises font des compléments alimentaires pour la gestion de la flore du rumen. Je trouve que c'est encore un peu balbutiant comme recherche. Abreuvement supplémentaire, donc leur donner à boire un peu plus. Modifier les périodes de mise bas, on en a parlé également pour éviter d'avoir des mises bas pendant les périodes chaudes. L'agroforesterie, on en a parlé. Ça, c'était la gestion de l'élevage. Après, le poste certainement le plus important, c'est le bâtiment d'élevage. Puisque le bâtiment d'élevage est l'une des principales, on va dire, actions de l'homme pour accentuer ce phénomène de vague de chaleur. Vous voyez, par exemple, dans les canicules, dans certains HLM ou certains bâtiments qui ont des toits, il fait plus chaud encore dans le bâtiment qu'à l'extérieur. Et ben, dans certains bâtiments d'élevage, c'est le cas, notamment en Bretagne, dans les Pays de la Loire, en Angleterre, parfois dans le sud de l'Angleterre, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le centre de la France, des régions où on a construit des bâtiments d'élevage il y a 30, 40 ans et qui n'étaient pas du tout adaptés aux canicules actuelles. Il faut savoir qu'on a eu des 40, 42 degrés en Bretagne en 2019, en 2022, il me semble aussi, 40 à 42 en Bretagne, alors que les bâtiments n'ont pas été faits pour ces températures-là. Donc, les bâtiments, premier point, réaliser un diagnostic thermique, comme on fait chez nous. Vous savez, le cahier, quand on vend la maison, il faut A, B, C, D, E, F, savoir quel est le diagnostic thermique. Bah, pour les bâtiments d'élevage, faut faire la même chose en fait pour nos animaux que pour nous. L'isolation thermique, la brumisation, la ventilation, la circulation de l'air, des analyses pour comprendre tout ça, l'ouverture aux heures fraîches pour la récupération nocturne, comme on fait quand on dort, on ouvre la fenêtre avec les volets fermés. Les arbres autour du bâtiment, ça fait partie pour moi de l'agroforesterie. Il n'y a pas que les arbres dans les pâtures, parce qu'on fait de l'ombre sur les murs des bâtiments qui ne sont pas forcément isolés, comme on ferait de l'ombre sur nos maisons. Moi, je plante des arbres autour de chez moi pour éviter d'avoir des murs ensoleillés. Le sylvopastoralisme, les haies, les arbres isolés dans les pâtures. Ensuite, on a des recherches sur les races, notamment des projets comme Rumigène qui permettent d'avoir génétiquement des vaches à lait plus résistantes aux fortes chaleurs. Alors, ça prend du temps à trouver des races et le changement climatique est plus rapide que la découverte de nouvelles races. Autant ramener des races peut-être déjà existantes, mais qui n'ont pas forcément les mêmes qualités pour le fromage. Et le numérique peut être intéressant aussi. Il y a certains colliers connectés pour détecter les mouvements des animaux, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, il me semble que c'est Sandy qui en a parlé, eh bien, les animaux n'ont pas les mêmes comportements lorsqu'il y a des fortes chaleurs et de détecter les mouvements du cou comme le bracelet connecté chez l'homme, mais autour du cou pour les vaches. Ça permet de savoir si il y a un mal-être qui s'installe. Des colliers connectés, il y a aussi des outils connectés comme des thermomètres qui calculent aussi l'humidité, l'indice THI, connectés aux ouvertures pour aérer quand il le faut. Donc ça, c'est un petit peu comme nous, on a la clim connectée ou le chauffage connecté sur notre téléphone, bah, la même chose dans les bâtiments. Et je terminerai par une restructuration plutôt pour le sud de la France, parce que la biogéographie des espèces évolue. Celle des arbres, le bouleau par exemple disparaît de France, il dépérit. Le blé remonte vers le nord, le maïs disparaît du sud-ouest progressivement et remonte vers l'Allemagne. Ben, c'est pareil pour les animaux d'élevage. Ils ont été adaptés génétiquement pour chaque région. La Primolstein se retrouve en Normandie, elle est parfaitement adaptée. On a la Salers du côté des montagnes. Et ben, comme le climat change, et ben, ces zones de répartition d'élevage vont aussi changer. Les races ne vont plus se situer au même endroit. Et dans certains cas, la production laitière, par exemple, de vaches va ne plus être possible à cause des stress thermiques qui sont très sensibles, les vaches laitières, au stress thermique. Il y aura peut-être de l'ovin du caprin, comme la feta, si elle se retrouve en Grèce, il y a une raison. Ovin caprin, on retrouve dans le régime crétois, le régime méditerranéen, donc chaud, beaucoup de fromages de chèvre. En tout cas, beaucoup plus que ceux de lait plus tempéré de la vache qu'on retrouve au nord. Donc une réorientation parfois. Dans le cas les plus extrêmes, une diminution du cheptel ou acquisition de nouvelles terres pour
garantir une alimentation, le passage à une traite par jour pour limiter le stress sur les animaux durant l'été, la remontée en altitude de certains animaux pour aller chercher la fraîcheur, c'est le cas Pyrénées, Alpes et Massif central, et le modèle polyculture élevage qui permet à la fois de trouver des solutions pour les animaux, mais également de la fertilisation importante pour les cultures. Voilà pour ce petit topo. Désolé, je fais un petit peu mon professeur d'université avec mes diapos, mais je pense que c'est important de savoir que voilà, il n'existe pas une solution, elles sont toutes complémentaires, pas de solution uniforme à l'échelle de la France, c'est vraiment régional et au cas par cas. Merci Serge. Alors Sandy, je vais vous poser à peu près la même question. Pour vous, quelles sont les solutions pour adapter l'élevage et spécifiquement d'un point de vue bien-être animal? Et qu'est-ce qui est fait dans les élevages ou justement qu'est-ce qui n'est pas fait mais devrait être plus largement déployé? Alors c'est une question large parce que ça dépend de quelle filière on parle et d'où on part. Quand on est dans les filières où les animaux ont accès à l'extérieur, on part déjà de beaucoup moins loin parce que les animaux vont pouvoir avoir le choix. Encore faut-il qu'ils puissent avoir le choix entre un environnement extérieur bien aménagé, Fabien l'a évoqué plus tôt, avoir un parking à vaches à l'extérieur avec aucun arbre, ça n'a aucun sens et les animaux seront peut-être même mieux dans le bâtiment. Donc les animaux, il faut qu'ils puissent avoir le choix, qu'ils puissent trouver des parcours qui soient aménagés ou des prairies qui soient aménagées en fonction de leur spécificité également. On ne va pas aménager un parcours pour des volailles de la même manière qu'on aménage un parcours pour des chèvres ou pour des bovins. Et dans les bâtiments, alors il y a déjà des choses qui peuvent être mises en place, des mesures d'urgence comme le fait de donner plus souvent de l'eau, de vérifier bien le fonctionnement des abreuvoirs, leur propreté, d'augmenter le débit, de distribuer la ration, donc on l'a dit plutôt, aux heures les plus fraîches, d'adapter les rations alimentaires en donnant notamment pour les bovins, des rations qui ont plus d'énergie puisque les animaux mangent moins, avec des aliments qui nécessitent moins de chaleur à produire quand on les digère, moins de fourrage avec des aliments plus énergétiques. Par contre, évidemment, il faut rééquilibrer ces rations parce que là, on va créer des déséquilibres dans l'intestin des animaux, enfin dans l'estomac des animaux. Il y a aussi des minéraux à leur apporter, car quand les bovins transpirent, il y a beaucoup de minéraux qui vont sortir avec la transpiration. Donc il est également important d'être vigilant à ces apports pour venir rééquilibrer tous ces déséquilibres qui peuvent se mettre en place. Au niveau des mesures dans les élevages qui peuvent être mises en place à plus ou moins moyen terme, ça va être des équipements comme des ventilateurs, des brumisateurs pour venir rafraîchir l'atmosphère des bâtiments. Et à plus long terme, ça va être l'aménagement paysager à l'extérieur, on l'a dit, les arbres, c'est des projets à beaucoup plus long terme sur la végétalisation des parcours. Ou à minima, quand on ne peut pas donner un accès extérieur à un parcours, avoir des jardins d'hiver qui soient mis en place et des courettes pour que les animaux puissent avoir quand même cette possibilité d'avoir un climat différent et ce choix dans les bâtiments. Et ensuite, sur la question de la génétique que Serge a évoquée, donc, c'est clair que c'est une vraie question pour l'avenir de l'élevage. Vers quelle génétique est-ce qu'on veut aller, vers quel croisement et quelle sélection génétique, parce qu'on ne pourra plus produire autant. Tous les animaux qui vont produire énormément, donc les vaches laitières à très haut rendement, mais aussi que ce soit les bovins ou les porcs ou les poulets qui ont une croissance très rapide, ce sont des animaux qui ont aussi des besoins du coup en conséquence très importants, donc qui ont besoin de beaucoup manger et donc qui vont dégager beaucoup de chaleur par la digestion. Ils ne sont donc pas du tout adaptés, beaucoup plus fragiles par rapport à ces vagues de chaleur. Donc la question du modèle de production qu'on veut, est-ce qu'on veut des races plus rustiques, des croisements, aller chercher des gènes dans les races tropicales également pour pouvoir apporter un peu de résistance à la chaleur aussi, mais ça implique du coup une baisse de la productivité, qui est peut-être pas forcément une mauvaise chose, mais qui est souvent un argument assez mal entendu. Voilà, je pense que j'ai à peu près balayé le tout. Merci. Non, un point très important que j'ai oublié, c'est la densité aussi dans nos modèles, dans les futurs modèles d'élevage. Évidemment, il va falloir baisser les densités pour donner plus d'espace aux animaux, pour pouvoir aller justement chercher cet environnement où ils se sentiront le mieux dans les bâtiments ou en extérieur. Et ça a évidemment d'autres conséquences pour l'expression des comportements naturels aussi, mais c'est un point vraiment important. À minima,
pendant les vagues de chaleur, il serait important, notamment pour les filières de volailles, le poulet notamment, d'arrêter, de donner des dérogations pour élever les poulets aux dérogations maximales. C'est-à-dire, aujourd'hui en France, on peut aller jusqu'à 42 kg par mètre carré, c'est-à-dire jusqu'à 22 poulets sur 1 mètre carré d'élevage. C'est possible, mais c'est dérogatoire. Et on pourrait, à minima, déjà envisager que les DDPP, donc c'est les directions départementales qui donnent ces autorisations, ne le fassent plus pour les périodes estivales, mais voire même avoir un moratoire, arrêter de donner ces dérogations toute l'année, d'une manière générale, pour améliorer les systèmes d'élevage. Et ensuite, voilà, réorganiser les espaces intérieurs pour que les animaux puissent trouver un environnement mieux adapté, donc avec les équipements. Quand on a de la litière, aussi avoir des zones sans litière qui peuvent être plus fraîches. C'est important pour les porcs notamment, on l'a vu, qui ne transpirent pas. Avoir une zone où ils peuvent s'étaler et échanger la chaleur avec une zone plus confortable, plus fraîche, c'est important. Voilà, et d'une manière générale, dès qu'on a de la litière, on a du fumier, ça provoque de la chaleur, donc aussi racler plus souvent, ou avoir des litières qui dégagent moins de chaleur, de nouvelles litières, pas forcément que de la paille, ça peut être du bois par exemple. Ça monte moins vite en température. Voilà, c'est tout un tas d'éléments à prendre en compte. Oui. Non, juste pour revenir sur parce qu'on a évoqué les bâtiments. Et nous, on a, dans le cadre de notre essai agromix, valorage, qui a été un essai sur les dispositions de différents forages pour les cochons, en engraissement, je parle. Et notre crainte, c'est qu'on a eu un bâtiment, parce qu'on a les bâtiments en A. Et on était obligé de creuser un passage vers les champs où on a planté divers forages. Et notre crainte, c'est que est-ce que les cochons ils vont sortir? C'était pas même à peu près 300 mètres. Et ça, c'était le crainte. Et c'était rien à voir à ce stade-là avec les changements climatiques. Mais forcément, ces expériments ont rentré dans les périodes de forte chaleur. Et ce qu'on a trouvé, c'était une espèce d'auto-régularisation. Ça veut dire que 5 heures le matin, quand c'était plus frais, les bâtiments étaient vides, tout le cochon était dehors. J'étais pas debout à cette heure-là, mais... Et vers 11 heures, tout le monde a rentré et ils ont pris les siestes. Et voilà, le soir, quand ça rafraîchit un peu, il sort. Ça veut dire... Et ça c'est avec un bâtiment et forage, mais on peut imaginer les mêmes choses avec l'agroforesterie. Et je suis sûr, si on regarde les habitudes des sangliers, qu'ils suivent un petit peu leur activité. C'est plus flagrant les bonnes heures, les matins et le soir. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu ajouter. Non, c'est clair, quand les animaux ont le choix, ils peuvent s'adapter. Et par exemple, on voit chez les bovins, on peut avoir du pâturage qui se fait plutôt que dans la journée, il va se faire le matin et le soir, tout simplement en compensation. Ils ne vont pas les pâturer aux heures les plus chaudes, ils se mettent à l'abri. Et l'important, c'est d'avoir des environnements qui soient adaptés, qui laissent le choix aux animaux. Merci beaucoup pour vos interventions. Effectivement, ça rappelle nos 3 revendications principales de cette campagne Chaud dedans, qui sont de réduire la densité dans les élevages, de garantir un environnement adapté aux animaux et de leur laisser le choix justement d'aller là où qui est une place qui leur procure plus de confort thermique. Et une autre revendication sur le transport, donc d'interdire le transport par forte chaleur. Karl, je vous avais déjà un petit peu intervenu. Est-ce que vous souhaiteriez aussi un petit peu développer sur d'autres mesures que vous mettez en place pour adapter justement votre ferme au changement climatique, qu'est-ce qui se passe, ou même aux fortes chaleurs, voilà, sur les aménagements que vous pouvez avoir dans votre ferme? Les périodes de forte chaleur ne sont pas nouvelles. C'est vrai, ils sont de plus en plus communs, mais on a toujours eu le système de ce qu'on appelle bande de boue ou bourge. Et ça, c'est essentiel pour la régularisation des températures chez les trous. Et ils sont tout à fait capables de creuser un trou et il faut juste remplir. Ce n'est pas compliqué. Et on peut imaginer que même les boues, ça couvre les peaux et c'est un petit peu comme une crème solaire pour eux. Et voilà, je ne conseille pas de rouler dans le bout, mais il y a ça. Autrement, chez nous, on a
l'agroforesterie, c'est quelque chose, on a rentré dedans et on est toujours dedans. Je crois que ce n'est pas quelque chose, on peut dire, bon, je fais tout dans une seule année. Et dans cette voie-là, on a planté. Il y a diverses formes d'agroforesterie pour les élevages. Il y a les arbres contre le vent, ça veut dire les haies. Il y a les bosquets pour dans l'ombre. Il y a diverses choses comme nous. Chez nous, on a ce qu'on appelle les swales. Les swales, c'est une plantation qui suit les relèves sur une pente, par exemple. Et ça c'est un moyen d'attraper de l'eau, éviter qu'on a les inondations. Et à côté de ça, on a constaté que quand on parle de nourriture de cochons supplémentaire, le long de ces implantations, on a souvent une très riche présence de bestioles, les insectes, parce que les cochons sont omnivores. Et il y a les études qui montrent qu'un cochon peut manger, je crois que c'est vers un demi-kilo de vers de terre, qui c'est 22% de protéines. Ça veut dire, c'est difficile à mesurer, mais c'est une bonne source. Et juste pour placer l'importance de les arbres pour fournir une alternative alimentaire, j'ai pris aujourd'hui que la collecte de céréales bio cette année, c'est 42% de moins. Ça veut dire qu'il y a il y a un manque de céréales. Ça veut dire que tous les élèves de cochons, ils ont un problème parce qu'il n'y a pas assez de céréales. Et ça veut dire une chose, le prix des céréales c'est déjà augmenté. Ça veut dire, si vous vous souvenez, 80% de le coût de production, c'est aliments. Alors, les 20% qui restent, ça commence à grignoter. Mais, oui, voilà, j'ai diversifié peut-être sur les comptes. Merci, Karl. Est-ce que Fabien, vous souhaitez réagir aussi sur cette question, donc j'imagine par rapport aux échanges qu'il y a déjà eu sur comment adapter l'élevage face aux fortes chaleurs, et surtout, moi j'aurais une question bien sûr plus spécifique sur les pratiques agroforestières qui pour vous sont les plus efficaces, ou les manières de faire les plus efficaces pour protéger les animaux des fortes chaleurs. Oui, on a déjà dit beaucoup de choses. Moi, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà, à un moment, il va falloir y aller. Je disais en introduction qu'on n'a pas toutes les solutions à nos problèmes, mais on apprend en faisant. Et on en sait suffisamment pour largement améliorer la situation. Alors, c'est de l'adaptation. Il faut atténuer aussi le changement climatique. Mais l'adaptation, aujourd'hui, c'est essentiel. On n'a pas le choix. Et voilà, l'arbre ne pousse pas en 2 jours. Donc, encore une fois, plus tôt on s'y met, mieux c'est. Vous savez que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 40 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est demain. Voilà. Donc, après, évidemment, alors les pratiques agroforestières qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui sont efficaces à l'endroit où on se trouve. Il ne faut jamais oublier que le microclimat, c'est ce qu'il y a de plus dur à anticiper, à piloter, à gérer. Voilà. Il y a des théories, il y a de la théorie qu'on peut évidemment, dont on peut s'inspirer, mais on est toujours tributaire de l'endroit où on se trouve, parce qu'il y a une topographie, parce qu'il y a des choses aussi chez le voisin, où justement il n'y a rien chez le voisin, et donc on est au milieu du désert, et on est un petit peu tout seul, on est le premier, donc c'est plus dur. Mais le but, ça va être vraiment de restructurer au-delà de l'échelle de la ferme, à des échelles de bassins versants, de territoires, etc. Donc il va falloir se parler, c'est très bien. Tous les agriculteurs le demandent, donc c'est encore mieux. Et voilà. Et après, il faut mettre le bon arbre au bon endroit, dans les bonnes conditions, et surtout sur la durée. Parce que planter, en fait, c'est pas du tout le plus dur. Il faut évidemment réfléchir avant. Il faut savoir planter, mais finalement, on va dire que toute cette partie-là n'est pas forcément inatteignable. Par contre, la bonne gestion de l'arbre fonctionnel à l'endroit où il se trouve, de l'arbre qui produit au moins autant que ce qu'il coûte,
en temps de travail, hein, ou en espace. Voilà. Donc l'arbre, il peut faire des fruits. Vous pourriez avoir des vergers avec des poulets en dessous. Par exemple, ça existe. C'est une pratique agroforestière traditionnelle, une double économie. Je vous garantis que si vous avez de la noix et du canard ou de l'oie en dessous, c'est les meilleurs modèles économiques qu'on puisse faire aujourd'hui, à l'hectare. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça partout, hein. Mais voilà, il faut vraiment réfléchir avec les opportunités, l'envie de l'agriculteur. Tous les éleveurs ne veulent pas devenir arboriculteurs le lendemain, bien sûr. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, avec quel arbre, pourquoi faire, et puis quelles sont les opportunités dans le territoire, en termes éventuellement de marché aussi, parce que l'économie, c'est un peu le juge de paix à la fin. Et à partir de là, on s'amuse. On a une palette, une boîte à outils. Il n'y a pas que de l'arbre d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup d'agronomie. Vous avez vu que dans l'agroforesterie, il y a agro, quand même, avant toute chose. Donc voilà, le sol, le paysage, l'arbre comme une colonne vertébrale, on va dire. Et puis un modèle de développement durable. Merci beaucoup. Alors on a déjà parcouru donc les problématiques, certaines solutions qu'ont les éleveurs, qu'ont les éleveurs pour adapter l'élevage. Je pense qu'on peut essayer de creuser encore davantage en essayant de creuser sur les moyens d'action que chacun peut avoir à différentes échelles sur cette question. Sandy, je me tourne vers vous. Donc, quels sont pour vous les moyens d'action à différentes échelles, notamment pour les personnes qui nous écoutent dans la salle? Alors au quotidien, ça peut passer par la consommation. On l'a dit précédemment, consommer moins mais consommer mieux, moins de protéines animales mais vers des produits issus d'élevage plus vertueux. En agroforesterie, évidemment, privilégié. C'est pas évident parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de logo pour repérer ces produits-là. On peut les retrouver dans certains cahiers des charges. Donc l'important, c'est de se questionner vers qu'est-ce qu'on a envie de consommer et où trouver ces produits et surtout dans ce dont on a l'habitude, qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a déjà certains cahiers des charges qui les prennent en compte. En agriculture biologique, ça commence à l'intégrer. Certains labels rouges également les intègrent. Donc si vous avez la possibilité d'aller poser les questions directement aux producteurs, c'est encore mieux. Ou en vous renseignant auprès des commerçants auprès de qui vous les achetez. Et puis, d'une manière un peu plus indirecte, ça peut passer par la politique. On vient de passer une période électorale. Clairement, il y a un niveau d'acteur qui peut avoir un rôle à jouer sur les politiques publiques, sur les financements publics. Donc, ce sont les élus régionaux, notamment, qui vont pouvoir influencer donc, les aides au niveau, les aides financières pour les investissements, pour mettre en place les aides pour mettre en place certaines pratiques ou ou les systèmes, faire évoluer les systèmes, pardon. Donc, vous intéressez à vos élus locaux et à leurs programmes, mais également vos députés, donc pour les prochaines élections, qui vont peut-être pas arriver dans si longtemps que ça. Pour vos députés, quels sont leurs programmes et quelles sont leurs sensibilités à ces questions-là et comment est-ce qu'ils veulent faire évoluer toutes les subventions et toutes les aides qui peuvent être mises en place pour faire évoluer l'agriculture dans le bon sens, vers une agriculture durable et résiliente. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis sensibiliser autour de vous. Oui, donc vous disiez oui, sensibiliser autour de soi, ça va de soi. Et oui, j'ajouterais jouer son rôle de citoyen de manière, notamment en soutenant potentiellement des associations qui travaillent sur le sujet, en voyant ce qui peut se faire, en signant des pétitions, en essayant de discuter avec ces députés, comme vous l'avez dit, en leur demandant de poser des questions au gouvernement, etc. Ça peut être des choses qui peuvent petit à petit faire évoluer les choses. Serge, justement sur cette question des différents moyens d'action à différentes échelles, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, j'ai quelque chose à ajouter, bien sûr. Déjà, avant d'ajouter quelque chose, on a beaucoup parlé d'agroforesterie. Je n'ai pas forcément coupé les intervenants, mais déjà, en moyens d'action, il faut avoir des moyens d'action durables, c'est-à-dire de respecter aussi les zones d'aire de répartition de chaque arbre. Là, par exemple, c'est le chêne des garrigues, là où il y a la cigale, la garrigue, quoi.
cette zone remonte par le sud. Il y a des arbres qui vont mourir dans l'avenir et il ne faut surtout pas, par exemple, planter de bouleau, parce que le bouleau, là, 2095, il disparaît des plaines, alors que le charme commun, lui, va disparaître du sud-ouest de la France, mais plutôt gagner des terres vers l'Angleterre et puis les Pays-Bas. Il y a un shift aussi de nos arbres, et ça, c'était juste ce que je voulais partager, parce que je travaille aussi sur l'aire de répartition des arbres. Donc déjà, respecter, si vous voulez planter des arbres, plantez-les le plus rapidement possible pour éviter les stress hydriques d'avenir, et regarder un petit peu ces futures zones d'aire de répartition des arbres. Ensuite, pour répondre plus clairement à la question, on a déjà parlé un petit peu de la diminution de consommation de viande, mais attention, on a besoin aussi de la fertilisation pour l'élevage, on a besoin de l'élevage pour les zones humides et on a besoin aussi de l'élevage pour les zones d'alpage. C'est important pour éviter qu'il y ait des cultures sur ces zones humides ou ces zones d'alpage. L'élevage est important dans l'équilibre agricole. Cependant, on remarque de plus en plus qu'on a une déconnexion de la vraie vie de l'élevage par rapport à la société civile. C'est-à-dire que politiquement parlant, et c'est là où aussi j'interviens, les politiques ne comprennent plus rien à l'agriculture. On veut diminuer, par exemple, le nombre d'animaux qu'il y a en France pour diminuer les gaz à effet de serre dans un tableur Excel, sans comprendre qu'ils ont aussi un rôle dans l'agriculture. Par contre, en parallèle, on ne travaille pas sur la consommation de viande des particuliers. C'est-à-dire que si on diminue le nombre d'animaux qu'on a en France et qu'on a à consommation constante en France, on va forcément importer de l'étranger. On compense toujours par des importations de l'étranger. On verdit la France, comme pour l'industrie. Par contre, on importe de l'étranger. Je suis désolé, mais les gaz à effet de serre d'une vache en Argentine, bah, c'est les mêmes molécules que les vaches en France. Donc, si nos vaches françaises sont un petit peu plus vertueuses pour l'environnement, bah, pour celle d'Argentine, c'est pareil. Donc, attention à cette logique aussi. Pour moi, il ne faut pas travailler qu'au niveau politique, il faut travailler aussi au niveau de la consommation. Tout le monde a un rôle à jouer. Il n'y a pas que l'agriculteur qui doit faire des efforts. L'agriculture produit ce que nous mangeons. Et donc, c'est à nous aussi, en tant que consommateurs, de dicter ce qu'on voudrait manger. Et c'est aussi aux politiques de comprendre que c'est pas parce qu'on verdit la France qu'on doit se permettre d'importer des choses assez mauvaises, on va dire, de l'étranger, surtout concernant la viande. Voilà. Moyen d'action, on a parlé de plein de choses sur l'élevage, mais il y a aussi des leviers politiques et des leviers de consommation qu'il ne faut surtout pas oublier. Merci beaucoup. Alors donc, moi j'ai une dernière question pour vous, Karl. Justement, je ne sais pas si vous voulez réagir sur ces moyens d'action et aussi si pour vous il y a d'autres sujets sur cette question d'adaptation de l'élevage aux fortes chaleurs d'un point de vue bien-être animal qu'on n'a pas encore creusé, des choses qu'il faudrait davantage étudier, dont vous voudriez parler ce soir. Je crois une chose, on n'a peut-être pas tous sais que c'est vrai, le plus on passe dans le sud, le plus on voit que les cochons sont noirs. Et je crois qu'il y a une raison, parce qu'un peu noir, les cochons blancs brûlent. Et on voit carrément, surtout les porcelets qui sont une semaine, qui couchent dans l'air pendant le force, ils brûlent. Alors là, il y a question de poser si on a besoin d'un travail sur le choix de génétique et les races plutôt locales. Mais si on fait ça, il faut qu'on change un message qui a été passé, qui est totalement trompeuse, que les gras animaux, c'est mauvais pour la santé. Il y a plein d'études qui montrent que ce n'est pas vrai. Et en fait, les huiles végétales qu'on est encouragé de faire étaient conçues à la fin de la guerre pour les machines. Mais la guerre a fini, la deuxième guerre. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette huile-là? On va faire bouffer les êtres humains. Alors, je n'ai pas dit que toutes les huiles végétales sont mauvaises, les huiles d'olive, etc. Ça va. Mais les races locales sont capables de mieux protéger contre les extrêmes de climat. Mais le problème, c'est que les agriculteurs qui adoptent ce type de génétique sont souvent pénalisés. Et même que cette viande en plus, si vous parlez à les restaurateurs,
chef de note, il considère une viande sans gras dégueulasse parce qu'en cuisson et goût, c'est pas là. Alors il y a une contradiction et c'est pour le consommateur de nous aider dans cette démarche-là. Autrement, juste pour les agroforesteries, j'ai eu une remarque qui est venue d'un autre pays, quelqu'un qui a regardé, je ne sais pas, une vidéo qu'on a fait sur l'agroforesterie. Et il a dit que j'ai l'impression que les choix des arbres sont souvent, et c'est logique, sont décidés par la location géographique, le type de sol, ça veut dire humide sol séchant, mais n'a pas toujours pris en compte le mode d'élevage. Et c'était vrai pour nous. On a fait notre premier projet en agroforesterie où on a planté 18 hectares avec 650 arbres. Et je n'ai pas dit qu'on n'a pas eu les arbres dedans qui étaient bons pour les cochons, ça avait les chênes et les choses comme ça. Mais je crois que ça peut être utile de voir ça. Je crois que c'est fait en fait avec les vaches. Ce n'est pas totalement vrai, c'est ce que je dis. Mais ça peut être mieux, je crois. Et je crois en plus, ce qui va être très positif, c'est si on engage dans l'agroforesterie, qu'on a effectivement un suivi. Ça veut dire, c'est pas bon, on plante février, on finit les plantations, on dit au revoir et on part. Il faut que peut-être il y a une visite, parce que gérer les arbres, c'est pas, on sait un peu, mais on n'est pas expert. Et il y a les problèmes qui sortent, comme malheureusement, il y a la biodiversité, comme le chevreuil qui profite de la plantation des arbres. Et il faut savoir comment protéger. Et ce n'est pas évident. Mais voilà, je crois qu'il y a ça. Et dernièrement, je suis sollicité souvent par les jeunes ou les jeunes gens, soit qui veulent faire ça ou changer de profession, qui s'intéressent dans certains aspects de ce qu'on a fait ou on fait. Et je vois ces gens-là un petit peu comme les résistants. Ils existent partout en France, mais quand on met les gens sur un pédestal, c'est souvent les gens qui représentent l'agriculture industrielle. Et je crois qu'on a besoin de faire un maximum pour montrer les gens qui font les choses dans une manière alternative que comme mon voisine, Madame Lambert. J'ai mon plus proche voisin, c'est l'ex-président de la FNSA. Il est totalement opposé à tout ce qu'on fait. Et on ne va pas en parler trop, mais elle est totalement ouverte à l'agroforesterie, hein, Christiane. Ouais. Non, peut-être juste pour conclure ou pas, j'en sais rien, mais quelque chose que je voulais rajouter, c'est aujourd'hui en France, il reste 400 000 fermes. Ça représente 1 million d'actifs. Donc vous voyez en pourcentage, hein, c'est très peu. Alors que l'agriculture, c'est plus de 50% du territoire. Donc déjà, là, il y a un bug. On a des immenses territoires avec des immenses challenges et très peu de monde pour gérer. Alors, j'insiste pour dire ce soir que l'immense majorité des agriculteurs sont conscients des problèmes et que l'immense majorité sont volontaires pour avancer. Sauf qu'on en a parlé, il y a des filières, il y a des contraintes économiques, il y a une chape de plomb réglementaire qui existe ou qui n'existe pas, mais qui en tout cas est perçue comme telle. Et en fait, voilà, je pense que vous voyez bien, entre la politique, le climat, l'économie, la quadrature du cercle, en fait, pour des éleveurs ou des agriculteurs, peu importe, partout en France. Donc l'enjeu premier, c'est vraiment de rassembler, c'est de réunir, c'est d'arrêter d'opposer, parce que même les agriculteurs entre eux aujourd'hui arrivent à s'opposer, à se diviser. En fait, on a tous un agriculteur ou plusieurs pas trop loin de chez nous. Alors c'est peut-être pas ici à Paris, mais pas trop loin de la maison de campagne, pas trop loin de là où de temps en temps on passe un peu de temps. Et c'est essentiel aussi. C'est essentiel d'aller vers eux parce qu'ils sont très ouverts à ça.
Et encore une fois, c'est en décloisonnant qu'on y arrivera. Voilà, il y a le rôle du consommateur, du citoyen. Mais il y a aussi cet isolement qui est de toute façon très fort. Et puis, c'est des agriculteurs qui sont très souvent un peu désemparés. On leur met tout sur le dos, on leur dit faites vite et bien, surtout ne faites pas d'erreur. En réalité, c'est un peu illusoire et puis c'est facile finalement de leur donner toute la mission de sauver le monde. Voilà, mais on a tous un rôle à jouer dans tout ça. C'est aussi un rôle aux politiques de se dédouaner des problèmes agricoles en disant que le problème vient des agriculteurs. Je tiens à le préciser, notamment sur l'élevage, notamment sur beaucoup de choses. Les politiques ont tendance à se dédouaner de ces problèmes-là et soutenez vos agriculteurs en allant déjà ne serait-ce que s'intéresser à leur métier, en leur parlant, comme tu disais, absolument aller leur parler, leur poser des questions et s'intéresser à ce qu'ils font, à comprendre cette déconnexion qu'on a entre le milieu de la consommation, la ville, et le milieu de la production, la campagne. Finalement, la solution, Serge, c'est peut-être que tu te présentes aux élections. Pardon. C'est un vaste sujet. On m'a souvent dit que je devais me présenter aux élections pour donner un petit peu de science dans ces débats politiques, mais je pense que la politique n'en a rien à foutre de la science et que même si je me présente aux élections, parfois c'est compliqué de se faire entendre. Et il y a une femme dans ma vie, même deux, ma maman et ma femme, qui me déconseillent de me présenter en politique parce qu'en général ça apporte beaucoup de merde. J'en ai déjà suffisamment sur les réseaux sociaux avec les climato-sceptiques. Merci beaucoup. Alors Fabien, vous avez déjà un petit peu anticipé peut-être ma dernière question. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je voulais vous demander quels étaient pour vous donc, les obstacles à un déploiement plus massif de l'agroforesterie en France et des pistes d'action pour y parvenir. Alors, au-delà de tout ce qu'on a dit, qui en fait sur lequel on peut influer, mais bon. Alors nous, on est autant sur le terrain qu'à Bruxelles quand il faut. Enfin, du coup, moins à Bruxelles que sur le terrain, globalement. Mais on intervient partout où il faut. On donne notre avis partout où on nous le demande. Aujourd'hui, on ne fait plus ou presque plus vraiment de lobbying où on va pousser des idées parce que c'est très chronophage, c'est extrêmement difficile même à financer en réalité. Donc au-delà de tout ça, finalement, le principal goulot d'étranglement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'accompagnement. Des agriculteurs qui veulent bien faire, il y en a plein. Et, sauf qu'en fait, tout seul, c'est normal. Ils ne sont pas tous pionniers, ils ne sont pas tous des gens qui vont finalement se lancer tout seuls, y arriver tout seuls, etc. Donc la construction de collectifs, l'agriculture de groupe, l'animation de territoire, tout ça, c'est essentiel. Et pour ça, il faut du monde. On n'est pas assez nombreux dans ce métier-là. On a du boulot jour et nuit, des fois le week-end. Presque autant que les agriculteurs, c'est dire. Et en fait, voilà, il faut développer, il faut former aussi, former pour transformer, comme on dit souvent. Aujourd'hui, le métier de technicien agroforestier, c'est un métier qu'on essaye de faire reconnaître, sur lequel il y a déjà des cursus de formation expérimentaux. C'est l'un des premiers goulots d'étranglement. Pour moi, la vraie politique, en réalité, c'est la politique du développement sur le terrain. Et si on pousse assez fort, vous verrez que ça peut changer. D'ailleurs, la politique du haut s'adapte toujours à ce qui se passe en bas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, mais il faut du temps, il faut être nombreux, il faut démontrer et puis changer d'échelle progressivement. Mais c'est un métier passionnant. Moi, je compléterais, alors je suis entièrement d'accord, je partage complètement l'accompagnement. Évidemment, il est indispensable et former les gens qui accompagnent les agriculteurs, c'est indispensable pour le changement. Mais je resterai aussi sur le politique parce que clairement, alors je ne vais pas vous faire un cours sur la PAC, mais la politique agricole commune, elle, par les subventions et par les aides qui sont données aux éleveurs, elle oriente l'agriculture de demain. Et clairement, l'agroforesterie n'est vraiment quasiment pas soutenue, en tout cas pas en direct, par la PAC, alors que c'est une masse budgétaire énorme qui vient de l'Europe, qui aujourd'hui soutient les aides à l'hectare. Donc plus on a une grosse ferme avec énormément de surface, et plus on va toucher la PAC. Donc on reste dans un modèle extrêmement productiviste avec des
des systèmes simples avec des quintaux et des quintaux d'hectares, enfin de quintaux de culture qu'on essaye de sortir à l'hectare. Donc clairement, pour moi, il y a l'aspect technique sur le terrain qui est important, mais aussi l'aspect politique et les aides, l'orientation des aides et le choix des aides pour les orienter justement vers ce changement, accompagner les éleveurs au changement, le droit à l'erreur peut-être, mais aussi surtout récompenser les bonnes pratiques pour le climat, pour les animaux. C'est quelque chose pour lequel on se bat, notamment dans toutes les consultations dont on fait partie. Quand on a nos rendez-vous politiques sur les questions agricoles, ça fait partie de ce qu'on va défendre. Soutenir les bonnes pratiques, soutenir les bons systèmes, même si, s'il y a des mauvais systèmes, hein, moi j'en ai marre qu'on me dise il n'y a pas de mauvais système, s'il y a des mauvais systèmes. Et voilà, orienter aussi l'agriculture par le changement en aidant les agriculteurs à y aller, en soutenant les pratiques végétales ou les pratiques dans les systèmes d'élevage, en les subventionnant pour aider les éleveurs à faire ces changements. Parce qu'évidemment, si on leur met tout le poids financier aussi sur le dos et s'il n'y a pas de contrat, pas de débouché derrière, ils ne peuvent pas y aller. On appelle ça les services écosystémiques, de décorréler les financements de la PAC sur la production, mais aussi de les corréler avec des services rendus à l'environnement, au paysage, à la campagne, les haies, les arbres et d'autres aspects, le stockage du carbone dans le sol, le remontée de taux de matière organique du sol, etc. Ça s'appelle les services rendus à la nature et qui sont en fait des choses qui doivent être payées puisque c'est un travail que fournit l'agriculteur à l'environnement. Oui, je crois, je rejoins Sandy avec le fait que le PAC, ce n'est pas vraiment orienté pour encourager ça. Et pour une agriculture, planter les arbres aujourd'hui, même qu'on croit dans tous les bénéfices de le sol et la biodiversité, ce n'est pas fait le lendemain. Ça veut dire que c'est un investissement à long terme qui a besoin de soutien pendant ces années, en fait, pas juste dans une fois. Et l'autre chose qui peut intéresser, je ne sais pas, tout le monde sait qu'il y a toujours besoin de bénévoles pour planter les arbres. Parce que on manque, on fasse un projet de planter, comme on a eu il y a quelques années, 650 arbres, et on est deux. C'est beaucoup. Et voilà, ça représente une opportunité d'aller dans la campagne, sortir de la ville. Allez, faire du woofing. Merci beaucoup pour toutes ces pistes d'action. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là sur le temps d'échange. On va prendre, s'il y en a, quelques questions dans la salle.